Au cœur de la forêt de l'Eiffel en Allemagne se dresse une autoroute qui ne ressemble à aucune autre. Certains n'en ont jamais entendu parler, alors que d'autres la considèrent comme un sanctuaire pour les passionnés de vitesse et de performance. Ce n'est pas une autoroute plate qui traverse de grandes plaines sans relief, non. C'est une autoroute avec des dénivelés, des virages en épingle et même pas de station essence. Pire encore, il arrive qu'il neige à un endroit alors qu'à l'opposé, il fait beau et sec. Avec plus de 20 km de long, c'est largement assez pour qu'il y ait plusieurs dizaines d'accidents par an. Cette autoroute/circuit est peut-être celle qui a le plus tué durant sa carrière. On la surnomme l'Enfer Vert. L'histoire du Nürburgring commence dans les années 1920, une période de reconstruction après la Première Guerre mondiale. L'économie de l'Allemagne est dévastée et le taux de chômage est très élevé. Il va falloir faire quelque chose de cette région rurale. Regardez comme c'est beau, la région de l'Eiffel. Des paysages pittoresques, mais aussi des terres agricoles pauvres. Bref, c'était l'une des régions qui avait clairement besoin de générer de la thune. Pourquoi ce nom? Nürburgring, Nürburgring, les deux s'entendent. Ring, c'est comme en anglais, ça veut dire anneau, E-A-U à la fin bien sûr. Le nom Nürburgring vient donc du château du Nürber, une forteresse médiévale de 800 ans située près du circuit. Le nom signifie littéralement l'anneau du Nürber, symbolisant la boucle que forme le circuit autour de la région. C'est le docteur Otto Kreuss, président de l'Automobile Club d'Allemagne et passionné de bagnole, qui a vu dans la construction d'un circuit automobile une opportunité de stimuler l'économie locale. Inspiré par des circuits comme la Targa Florio en Italie, qui fait le tour de la Sicile, Kreuss a convaincu les autorités locales et nationales de soutenir ce projet ambitieux qu'il avait imaginé avant la guerre. Et on va voir qu'il a été sacrément inspiré, le monsieur. C'est le Satan de l'Enfer Vert. La construction du Nürburgring a commencé en 1925 et a duré 2 ans. Plus de 25 000 personnes ont bossé sur ce monstre d'asphalte. Le circuit a été conçu pour être un défi, avec ses 20,8 km de long, ses 73 virages et ses 300 mètres de dénivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas. Le parcours original se composait d'une boucle sud, connue sous le nom de Südschleife, et une boucle nord, la Nordschleife, ainsi qu'une boucle plus petite reliant les deux plus grandes. Le circuit, tout cumulé, fait un peu plus de 28 km. Un circuit de 28 km, bordel! 28 km! Je n'ai pas trouvé plus long, mais si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après 2 ans de dur labeur, le Nürburgring accueille enfin sa toute première course, le 18 juin 1927. Une course mémorable, remportée par le pilote Rudolf Caracciola, qui est devenu le premier ringmeister, le maître du ring. Les 3 marches du podium à la fin de cette première course sont logiquement occupées par Mercedes-Benz. En même temps, un constructeur allemand qui gagne en Allemagne, est-ce que c'est vraiment une surprise? Pendant l'inauguration du circuit, des milliers de spectateurs sont venus assister à la course. Et en voyant ce spectacle, ça donne envie au public de se prendre pour un pilote. Dès le début, dès 1927, un système de péage est mis en place pour l'accès au circuit. N'importe qui, pour peu qu'il ait une automobile et quelques Deutschmark, pouvait aller se foutre dans le décor sur l'Enfer Vert. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Nürb, sachez que c'est toujours possible aujourd'hui. Mais on y reviendra un peu plus tard. La décennie suivante, pendant les années 30 donc, le nombre de courses automobiles en Europe augmente fortement. Logique, même si ce n'est encore réservé qu'aux riches, de plus en plus de personnes peuvent s'acheter une automobile. Et à cette époque, l'une des histoires les plus célèbres du Nürburgring est celle des flèches d'argent de Mercedes-Benz. La légende raconte qu'en 1934, l'équipe Mercedes a dû trouver une solution en urgence en passant une très longue nuit. Lors de cette course historique, la voiture de Mercedes pesait 751 kg, soit 1 kg de trop pour participer à la course. L'équipe aurait donc passé la nuit à gratter la peinture, réduisant le poids à 750 kg, juste sous la limite. La carrosserie en aluminium s'est alors révélée et cette nuit-là, la légende des flèches d'argent est née et aujourd'hui encore, c'est ainsi qu'on nomme les Mercedes en Formule 1. Mais je vais sûrement briser des espoirs, cette légende est totalement fausse. À l'époque, aucun constructeur n'avait vraiment réussi à respecter les règles imposées pour participer à la course.
Résultat, si les mécaniciens de chez Mercedes ont vraiment gratté la peinture toute la nuit, bah ils se sont fait chier pour rien. On est toujours dans les années 30 et le circuit est tout jeune, il promet de belles batailles, chronomètre en main. À l'époque, les voitures préparées pour la vitesse pouvaient déjà dépasser les 300 km/h. Je rappelle qu'on est dans les années 30. Mais quand on voit le tracé du circuit, ce n'est pas une vitesse atteignable partout, voire pas atteignable du tout. Le premier tour le plus rapide enregistré est un record en 11 minutes 48 dans une Bugatti T51. Rapidement, le record est amélioré à 11 minutes 42 et vous allez voir qu'il y en a qui vont faire beaucoup mieux. Par exemple, Alfa Romeo qui établit peu de temps après un nouveau record en 10 minutes 49. Presque 1 minute de moins. Mais les Allemands qui sont sur leur terre n'ont pas dit leur dernier mot. Le record du tour tombe à 10 minutes 43 dans une Auto Union type A. Ça pousse. L'ancêtre du constructeur Audi. Et enfin, à 10 minutes 32 dans une Mercedes W25, l'une des premières flèches d'argent. Et j'insiste lourdement, n'oubliez pas que ces records ont été établis dans les années 30, sur un circuit de plus de 20 km, avec des bagnoles sans direction assistée, sans ABS et très probablement sans ceinture. Les mecs devaient avoir des bras comme des cuisses pour tenir leur bagnole sur le goudron. Des malades pour faire ça en à peine 10 minutes. Et puis, l'histoire avec un grand H a eu des répercussions inévitables. La Seconde Guerre mondiale a interrompu les activités sur le Nürburgring. D'abord, le circuit a été utilisé comme piste d'entraînement pour les pilotes de l'aviation allemande, la Luftwaffe. Puis, le passage des chars et les bombardements des Alliés ont fait vivre l'enfer à l'enfer vert. Ouais, je me suis pas fait chier pour la trouver celle-là. Et après la guerre, l'Allemagne a été exclue des compétitions internationales jusqu'en 1951. Bon, et à partir de 1951, les Allemands ont le droit de revenir. Le Nürburgring accueille donc sa première course de Formule 1, marquant le début d'une période de vitesse et surtout de danger mortel. Et oui, petit à petit, les voitures de F1 devenaient de plus en plus rapides, et le circuit, avec ses virages à l'aveugle et l'absence de zone de dégagement, est devenu tristement célèbre pour ses accidents à répétition, accidents mortels. Bon, pendant que les Allemands étaient exclus, Ferrari, Maserati, puis Van Val en ont profité pour démontrer que leur machine de course allait forcer les constructeurs du monde entier à rivaliser pour gagner en performance. Van Val, moi, je ne connaissais pas, mais si vous connaissiez ce constructeur, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et le pire, c'est que ce constructeur d'avaleuses de bitume existe encore aujourd'hui. Avec le retour des constructeurs allemands sur le Nürburgring à partir de 51, c'est désormais une bataille motorisée qui commence. Une manière quand même moins brutale de chercher qui a la plus grosse que de s'envoyer des bombes sur le coin de la gueule. En 1958, c'est donc sur une Van Val que Stirling Moss réalise le tour le plus rapide en 9 minutes et 9 secondes. Plus d'1 minute de moins que le record précédent. En même temps, les records sont faits pour être battus. Mais les Allemands sont revenus en force avec la Porsche 804. La machine pèse à peine 461 kg, bouclant le circuit en seulement 8 minutes 47 avec Dan Gurney, pilote américain, au volant. Mais les Rital débarquent, Ferrari s'en mêle et améliore le record de Porsche avant que les Anglais de chez Lotus ne le fassent tomber à 8 minutes 24, puis 8 minutes 16 en 1966. Le Nürburgring crée aussi de tristes records. Plus de 30 pilotes ont trouvé la mort sur le circuit depuis sa création. Clairement, l'enfer vert n'est pas assez sécurisé. Et c'est le pilote Jackie Stewart qui va l'appeler l'enfer vert après avoir remporté le Grand Prix d'Allemagne en 1968. Circuit dangereux, exigeant et au beau milieu d'une immense forêt, ce surnom résonne comme une évidence. Je suis même pas sûr que le mot enfer soit suffisant. Here they approached the great carousel, aiming the car at the top of a pine tree because you couldn't see the entrance. Through the forest, it's very difficult. You're travelling at very high speeds, up to more than 170 miles an hour, the car leaping off the road in some occasions. Look at that, there it goes off the road as you're leading up to the little carousel. Again, you go into the concrete, very heavy in a driver's hand, jumping out of it and preparing to get it right for the main straight. Jackie Stewart et plein d'autres pilotes d'ailleurs vont militer tout au long de leur carrière pour que ce circuit soit moins dangereux.
Putain, les pilotes, ils risquent leur vie sur ce circuit. Ils savent de quoi ils parlent. Et pourtant, les autorités ne vont pas les écouter. Et c'est bien ça le problème. Bon, en même temps, pendant ce temps-là, les records continuent de tomber. Après 5 décès en 1970, les pilotes de Formule 1 décident clairement de boycotter le circuit jusqu'à ce que des changements significatifs soient apportés. Pilote, c'est déjà un métier dangereux. Et pour le coup, ces fous du volant préfèrent qu'on leur mette des barrières de sécurité plutôt que des bâtons dans les roues. Celle-là aussi, je me suis pas fait chier pour la trouver. Le Nürburgring est alors modifié pour lisser les bosses et les sauts. Des chicanes et des barrières de sécurité sont installées pour limiter les accidents, ou du moins leur gravité, mais ce n'est clairement pas suffisant. L'un des moments les plus marquants et tragiques de l'histoire du Nürburgring est l'accident de Niki Lauda en 1976. Déjà, 2 ans plus tôt, Niki Lauda établit un nouveau record du Tour, plus de 20 km en moins de 7 minutes. 6 minutes 58 pour être très précis. Et à l'époque, il n'y a toujours pas d'assistance électronique sur les voitures. Les pilotes sont en permanence à la lutte sur un circuit qui ressemble plus à une route de campagne qu'à autre chose. En 1976, Niki Lauda était donc en tête du championnat de Formule 1 et avait les temps au tour les plus rapides. Et face au danger que représente le circuit, il demande à ses collègues pilotes de boycotter la course. Encore une fois, les pilotes expliquent qu'il n'y a pas assez de personnel de piste et de véhicules de sécurité autour de l'immense circuit. Mais les mecs sont des malades et la majorité des pilotes votent pour quand même courir cette course. Une idée bien pourrie quand on sait que dès le 2e tour, sur une piste humide, une partie de la suspension arrière de la Ferrari de Niki Lauda lâche. Il roule alors à presque 300 km/h. Évidemment, l'Autrichien manque complètement son virage et finit par se cracher violemment contre la barrière. Pire, après le choc, sa voiture traverse la piste et sera percutée par 2 autres pilotes qui le suivaient. La monoplace s'arrête. Lauda est coincé dans sa voiture en flammes. Il est en train de brûler vif et suffoque à cause des fumées toxiques qui se dégagent de ce qui reste de sa Formule 1. Les camions de pompiers et les ambulances mettent un temps fou à arriver. Le pauvre Niki Lauda est en train de voir sa vie défiler devant ses yeux. Heureusement, d'autres pilotes se sont arrêtés et ont pu extraire Niki de sa voiture en feu. Le pilote tombe dans le coma. Une fois à l'hôpital, un prêtre se rend même à son chevet et Lauda reçoit les derniers sacrements. Ça sent la fin. À ce stade, il est plus proche de la mort que jamais. Mais Niki Lauda, c'est un guerrier. En seulement 40 jours, à peine plus d'1 mois, il revient à la vie et retourne poser son fessier dans une Formule 1. Et il arrive même à terminer 2e du classement général, avec seulement 1 point de retard sur le premier. Ce mec était fou. D'ailleurs, si ça vous dit que je fasse un épisode sur Niki Lauda, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Moi, ça me chauffe bien. Et Niki Lauda, l'année suivante, il est sacré champion du monde. Une vraie légende, ce mec. En attendant, c'est décidé, le Nürburgring n'accueillera plus le championnat du monde de Formule 1. Je pense que vous l'aurez compris, le circuit est un petit peu trop dangereux. Un nouveau tracé est alors construit spécifiquement pour les courses de Grand Prix. Un tracé avec moins de saveur, mais aussi beaucoup moins de morts. Après l'accident de Lauda, le Nürburgring est encore modifié pour répondre aux nouvelles normes de sécurité. Ces changements permettent au circuit de continuer à accueillir des courses internationales, même si ce n'est plus la Formule 1. Et la boucle nord du Nürburgring, la Nordschleife, va continuer de voir défiler des voitures et le record de Niki Lauda va finir par être battu. C'est d'abord BMW qui va faire un peu mieux. Ensuite, Porsche va venir établir un nouveau record, et pas n'importe quel record. C'est au volant d'une Porsche 956 que Stefan Bellof, à peine 25 ans, va éclater le record de Niki Lauda. 22 km en 6 minutes 11 avec une vitesse moyenne de 200 km/h. Bon, c'est vrai que le circuit a un petit peu changé, c'est plus facile d'aller vite. Mais quand même, 22 km en 6 minutes 11, et attendez, c'est pas fini. Le pire, c'est que le mec, il réalise cette performance au milieu du trafic, gêné par les autres voitures de la course. En voyant le chrono qu'il a fait, tout le monde pense qu'il y a une erreur de chronométrage, un bug, une triche. Et après vérification, non, Bellof a affronté les lois de la physique. Le mec est alors considéré comme le jeune pilote le plus talentueux de la planète. Il est 17h37 quand Bellof, qui fait l'extérieur du raidillon côte à côte avec X, touche ce dernier. L'accrochage se termine par un drame pour Bellof. X sortira indemne. Des massages cardiaques n'y ont rien fait. Stéphane Bellof était une figure de proue de l'automobilisme. Il n'avait que 27 ans. Le pauvre finira par se tuer quelques années plus tard sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Et évidemment, pour lui rendre hommage, un des virages du circuit porte aujourd'hui son nom.
Et est-ce que vous savez combien de temps ce record va tenir? On verra la réponse dans la dernière partie de la vidéo. Bah oui, j'essaye de vous obliger à rester jusqu'au bout. Je vous le disais, côté Formule 1, un nouveau circuit beaucoup moins dangereux est créé. La première course organisée se déroule en 1984, mais sans aucune Formule 1. Mais n'allez pas croire que je suis en train d'essayer de vous arnaquer. C'est pas de ma faute s'ils ont décidé d'organiser une course sans Formule 1 sur un circuit dédié à la Formule 1. C'est pour la publicité, la promotion, la copinade. Mercedes organise la course des champions du Nürburgring. L'idée, c'est de rassembler 20 des meilleurs pilotes du monde et de leur faire la course avec des Mercedes 190E préparés spécialement pour l'occasion. Ça va donner une sacrée visibilité à Mercedes et aussi à ce nouveau circuit. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le jeune Ayrton Senna qui va montrer l'étendue de son talent en remportant cette course. Ayrton Senna, vous en avez forcément déjà entendu parler. Malheureusement, ce nouveau circuit coûte très cher à entretenir. La Formule 1 s'y déroule pendant quelques années, puis est déplacée sur un autre circuit allemand, le circuit d'Hockenheim. Mais le Nürb, il a ce truc un peu spécial, un peu magique. Et sous l'influence des fans et d'un certain Michael Schumacher, le Grand Prix d'Allemagne revient au Nürburgring. Puis, il retourne à Hockenheim. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, les Allemands cherchent une solution finale, mais finissent par capituler. Et depuis 2020, la Formule 1 en Allemagne, c'est fini. On pourrait alors croire que le Nürburgring, que ce soit la partie nord ou même la partie Grand Prix, vont définitivement être laissés à l'abandon. Oui, parce que depuis la création du circuit, je vous le rappelle, n'importe quel clampin peut aller sur la partie nord en payant le péage à l'entrée. Et ça permet de maintenir le circuit à flot financièrement. Des bus, des camionnettes ou encore des véhicules plus débiles les uns que les autres font rentrer des sous dans les caisses du circuit, quand c'est pas des mecs qui montrent leur cul par la fenêtre. Bon, je vous parle des véhicules un peu insolites, mais il y a aussi des super bagnoles qui se tirent la bourre. Et quelques fous de drift aussi qui décident de glisser du cul dans les virages. Il m'arrive de passer plusieurs heures par semaine à regarder des vidéos de déglingos qui tournent sur le Nürb. Et ça, c'est quand je suis pas installé virtuellement devant mon PC à faire des tours avec mon volant et pédalier. Clairement, c'est décidé, pour mes 40 balais, je vais sur le Nürb avec ma Celica. Faut quand même savoir calmer ses ardeurs. Une barrière pliée, facture. Un dépannage à cause d'une panne, facture. Envie d'un souvenir, direction la boutique et donc facture. Le Nürb y joue clairement un rôle crucial dans l'économie locale. Il attire des milliers de visiteurs chaque année et il génère des revenus très importants. En plus, le circuit emploie des milliers de personnes, contribuant ainsi à la prospérité économique de la région. Waouh, c'est beau ce que j'ai dit, la prospérité économique. Sans compter bien sûr le nombre de loueurs de voitures de sport autour du circuit, ou encore le prix du carburant dans les stations-service. Évidemment, c'est plus cher. Le Nürburgring, c'est aussi un incroyable centre d'innovation pour l'industrie automobile, et les constructeurs du monde entier viennent tester leurs dernières technologies. J'ai déjà cité plein de constructeurs qui utilisent le Nürb comme terrain de jeu, mais il y a aussi Renault, Toyota, Ford, Peugeot, Honda, et même des nouveaux venus comme Hyundai ou encore des iPads roulants comme les Tesla. Tout est fait par les constructeurs pour pousser leurs bagnoles dans les derniers retranchements. Absolument tous les constructeurs utilisent la boucle Nord pour travailler à l'amélioration des véhicules. Plusieurs ingénieurs ont d'ailleurs expliqué que la longueur de la Nordschleife, la diversité de ses virages et son dénivelé fournissent jusqu'à 5 fois plus de données qu'un circuit classique. On ne s'en rend pas toujours compte, mais tous ces tests et améliorations de voitures, elles nous servent au quotidien, nous, avec nos petites merguez. Finalement, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a un petit peu de Nürb en chacun d'entre nous? Bon, ok, je vais peut-être un peu loin. Il y a aussi des tricheurs, des constructeurs qui s'arrangent la vie pour impressionner la concurrence et les clients. Nissan, par exemple, a réalisé un super chrono de 7 minutes 29 dans une Nissan GT-R de 2008. Nissan a bombé le torse en revendiquant le record des voitures de production en grande série. Porsche a donc acheté une Nissan GT-R de 2008, la même, mais n'a pas réussi à faire mieux que 7 minutes 54. Nissan, avec presque 30 secondes d'écart, vous allez quand même pas nous faire croire que vous vendez la même voiture que celle que vous avez utilisée pour faire votre chrono. Et oui, il s'est avéré que la voiture avait un aileron plus grand, des amortisseurs plus souples, conçus pour le circuit bosselé, des plaquettes de frein différentes, des sièges baquets et même une nouvelle cartographie moteur. Bref, c'est pas vraiment la même que celle qui a été vendue aux clients. Foutaise! Le Nürburgring a donc connu des records de plus en plus dingues. Je vous parlais tout à l'heure de Stefan Bellof, qui a établi un record incroyable de 6 minutes 11 secondes sur la Nordschleife avec une Porsche 956. Eh bien, dites-vous que son record a tenu plus de 30 ans.
Ce n'est qu'en 2018 que Porsche décide de lancer une 919 Hybrid Evo sur l'asphalte. Le record de Beloff est alors explosé de presque 1 minute avec un temps final de 5 minutes et 19 secondes. Mais pour bien que vous vous rendiez compte, la prochaine fois que vous prendrez l'autoroute à 130 km/h en ligne droite, comptez le nombre de kilomètres que vous faites en 5 minutes 19. Vous serez surpris. Porsche a battu le record et encore heureux, parce que les deux voitures n'ont pas vraiment grand chose à voir l'une avec l'autre. Deux époques vraiment très différentes. Chaque constructeur y va de son record en fonction de la catégorie du véhicule. Prototype, voiture de course, voiture de série, moto et je vous le disais, même les iPads roulants. Évidemment, tout est bon pour se faire de la publicité et je vous laisse en description une page sur laquelle vous pourrez retrouver les records par catégorie. Mercedes, Porsche, Rimac, Volkswagen, Honda, Toyota, Ferrari, Lamborghini et même Renault. Sportivement, la Nordschleife continue d'accueillir une large gamme d'événements. Les 24 heures du Nürburgring, la légendaire série DTM, des grands prix de camions et même un festival de musique, le Rock am Ring. Le Nürburgring a également laissé une empreinte durable dans la culture populaire. Des jeux vidéo comme Gran Turismo et Forza Motorsport permettent aux joueurs du monde entier de découvrir le circuit. Il y a d'ailleurs un jeu qui va aller encore plus loin prochainement. Assetto Corsa Evo proposera non seulement de faire des tours du Nürburgring comme un taré, mais aussi de se balader tout autour, dans la région du Nürburgring. Enfin, des films et des documentaires ont également capturé l'essence du circuit. Le Nürburgring a encore de beaux jours devant lui. Mais j'ai oublié de vous parler de quelqu'un. Que serait le Nürburgring sans Sabine Schmidt? Quoi? Vous ne connaissez pas Sabine? C'est pourtant la reine du Nürburgring. Elle a tout simplement plus de 20 000 tours à son actif sur le circuit. 20 000 tours. Sa passion et son expertise ont fait d'elle une véritable légende du circuit. Cette femme incroyable, elle a même été mise au défi par l'équipe de Top Gear UK. Elle a tout donné pour passer sous la barre des 10 minutes avec un Ford Transit. Oui, ce truc-là. Et elle l'a fait. Malheureusement, Sabine est décédée en mars 2021 et elle mérite bien qu'on lui rende hommage dans cette vidéo. Pour lui faire honneur, le premier virage du Nürburgring porte désormais son nom. Le Nürburgring continue d'évoluer pour répondre aux besoins de l'industrie automobile et aux attentes des fans. Des nouvelles technologies comme les voitures électriques et autonomes sont testées sur le circuit, préparant l'avenir de la mobilité. Enfin, j'espère que ça sera pas trop l'avenir, parce que moi j'aime bien quand les voitures elles font vroom vroom quand même. Le Nürburgring, c'est plus qu'un simple circuit automobile. C'est un symbole de l'ingéniosité humaine, de la passion pour la vitesse et de la quête incessante d'innovation. Et même si le circuit continue d'évoluer, il reste un témoignage vivant de l'histoire de l'automobile et un défi pour les générations futures de pilotes et d'ingénieurs. Si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à raconter votre expérience dans les commentaires. Et pour ceux qui n'y sont jamais allés, est-ce que ça vous donne envie? Même avec une Twingo, hein? Ne serait-ce que pour rouler là où des grands noms du sport automobile ont posé les roues. Et voilà la copinade, c'était la folle histoire du Nürburgring. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, vous cliquez sur le bouton j'aime si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Ce qui est sûr, c'est que ce circuit mythique, j'irai le fouler avec ma Celica un de ces jours. Alors je sais pas ce que vous en dites, je propose qu'on se tienne au courant et qu'on y aille ensemble. Allez, salut la copinade!